Ce soir, nous allons discuter de la fameuse plantation Myrtle. Pourquoi? Eh bien tout simplement car il paraît que cet endroit est la demeure la plus hantée d'Amérique. Mais tout cela, c'est sans compter la partie sombre de cette histoire, toute la légende et la hantise en rapport avec ce lieu, ainsi que les différents témoignages, car bien des choses horribles, non répertoriées, se seraient bien passées dans cette maison. Mais tout cela, nous le découvrirons la semaine prochaine dans un nouveau JTR. Nous voici de retour pour la seconde partie de cette émission consacrée à la plantation Myrtle. La légende. Une rumeur subsiste sur la mort de Sarah Woodruff ainsi que celle de ses enfants. Celle-ci sert de base à toute la hantise et les légendes de la bâtisse. Aussi vais-je vous la soumettre. En 1817 donc, Sarah se serait mariée avec Clark et ils eurent 2 enfants. Mais c'est alors qu'elle aurait été enceinte du 3e que le drame se serait produit. À l'époque, Clark était connu pour un homme ayant des mœurs assez légères. Alors que sa femme attendrait son 3e enfant, Clark se serait entiché d'une de ses esclaves et aurait commencé à avoir eu une relation avec elle. Cette esclave, c'est Chloé, et elle était domestique au sein de la maison. Celle-ci, bien évidemment, détestait ces rapports forcés, abusatoires avec son maître, mais elle ne pouvait rien y faire, par peur d'être défigurée et envoyée dans les champs de coton, ce qui était pour elle la pire des tragédies. Alors, elle assistait et elle subissait en silence. Quelque temps plus tard, lassé alors de la pauvre Chloé traumatisée, Clark choisit une nouvelle fille. Chloé en était alors sûre. Elle allait être envoyée dans les champs. Elle commença alors à espionner les conversations privées de ses maîtres, redoutant un jour d'entendre son nom. C'est un matin, alors que Chloé écoutait aux portes, que Clark la surprit. Celui-ci, fou de rage, ordonna alors immédiatement que l'on lui sectionne une des oreilles pour lui servir de leçon. On ne vit plus alors la pauvre Chloé qu'avec un turban autour de la tête, afin de cacher la monstrueuse cicatrice laissée par cet acte odieux de barbarie. Pourtant, la jeune esclave, forte dans l'âme, resta dans la maison, voyant son bourreau chaque matin et chaque soir. Pour elle, c'était encore mieux que d'aller au champ. Il était hors de question pour elle de finir là-bas. Mais tout le monde le voyait bien. La douceur dans le regard de Chloé avait disparu à jamais de son visage. On raconte alors qu'en guise de vengeance délicate et finement déguisée, Chloé mit du poison dans le gâteau d'anniversaire de la fille aînée des Woodruff, mélangeant alors la farine avec une poignée de fleurs de laurier rose écrasées, une plante dont elle connaissait parfaitement les propriétés mortelles. Sarah et ses 2 filles prirent toutes les 3 une part de gâteau. Mais Clark refusa d'y goûter, coup du destin ou d'instinct. On ne le saura jamais. Avant la fin de l'après-midi, Sarah et ses 2 filles étaient désormais dans un état grave, et Chloé, tel un ange de la mort, prit soigneusement soin d'elle, jusqu'à ce que, à la nuit tombée, Sarah, la mère de famille, la dernière encore debout, rendit son dernier souffle. Mais le crime était loin d'être parfait. Chloé avait fait un gâteau, c'était la seule chose qui avait été mangée par les jeunes femmes. Tout le monde connaissait déjà la suite. C'est alors que dans un élan de folie et de massacre, Clark ordonna aux autres esclaves de saisir Chloé et de la pendre au premier arbre venu, au milieu de la plantation. Et le calvaire de Chloé ne s'arrêta pas là, puisqu'une fois son dernier souffle rendu, les esclaves la découpèrent en morceaux et l'enterrèrent
tout autour de la plantation, pour servir d'exemple. Après cela, Clark, dévasté par la mort de sa femme et ses 2 filles, décida à tout jamais de fermer cette salle à manger. Celle-ci ne servirait plus jamais de son vivant. Depuis lors, on dit que l'esprit de Chloé hanterait la propriété, errant comme une âme perdue, tiraillée entre son état de femme esclave, bafouée, et son crime terrible. Elle aurait même été accidentellement photographiée par l'un des anciens propriétaires des Myrtle. Ainsi, le fantôme de la jeune esclave est celui qui est décrit le plus souvent et le plus souvent aperçu au sein de la propriété. On raconte qu'elle erre la nuit au milieu de la plantation, que parfois même les sanglots et les cris des enfants et de la femme de Clark l'accompagneraient. On dit aussi qu'il est possible de l'apercevoir au bout de son lit, en sanglots, la nuit venue. Le problème de cette histoire rapportant les cas avérés de ce fantôme est en rapport avec Sarah. Dans cette version, Sarah aurait été enceinte au moment de son décès. Elle n'aurait donc jamais eu Octavie, sa 3e fille. Or, celle-ci a à première vue été répertoriée au sein de documents plus ou moins officiels au vu de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Des documents mis à jour lors de certaines recherches prouveraient bel et bien, comme je l'ai déjà dit, que Sarah serait décédée de la fièvre jaune et que les Woodruff n'auraient jamais eu d'esclave nommée Chloé. Et pourtant, cette histoire est toujours présentée comme la seule et unique réelle histoire de la plantation. Si l'on en croit différents témoignages, la première version de l'histoire de Chloé viendrait des années 50, quand la propriété des Myrtle appartenait encore à la riche Marjorie Munson. Marjorie ayant commencé à avoir des phénomènes paranormaux se présenter au sein de sa plantation, celle-ci aurait décidé de commencer à demander des informations au sein du voisinage et au sein de la famille Williams, précédent propriétaire. Ceci raconte qu'en effet, il y aurait des rumeurs et des légendes sur une femme voilée d'un turban vert, mais celle-ci serait une vieille femme. Des années 70 aux années 80, l'histoire fut répétée puis déformée. Une chanson sur la maison Myrtle voit même le jour. Mais on finit par entendre une histoire d'oreilles coupées, de bonnets verts, de jeunes esclaves. Enfin, la presse s'intéresse à l'histoire, le pays tout entier en entend parler. Et la vieille femme devient une jeune esclave. Chloé, la jeune esclave violée, est alors née. La télévision commença alors à se pencher sur la hantise des Myrtle, et divers livres sur le sujet furent publiés. Hormis les meurtres de Sarah Matilda, de ses filles et de Chloé, 6 nouveaux cadavres vinrent alors enrichir l'histoire. Les cadavres de personnes assassinées dans la maison. Dans cette version, Lewis Stirling, le fils aîné de Ruffin, était mort poignardé dans la maison pour une dette de jeu. Pourtant, sur sa tombe, il restait toujours victime de la fièvre jaune. Dans cette énième nouvelle version de l'histoire de la légende, 3 soldats de l'Union auraient également péri sur la propriété, tués à l'intérieur de la maison alors qu'ils tentaient de la piller. Ils auraient été abattus dans le salon de ces messieurs, laissant sur le sol une tache rouge qui refuserait de partir, même encore aujourd'hui. Quelques années plus tard, une femme de chambre mentionna un incident qui allait renforcer le mythe. Selon ses dires, elle aurait tenté de passer la serpillière au sein d'une chambre et elle n'aurait pas été capable d'atteindre l'endroit et de le nettoyer malgré tous ses efforts. Cet endroit aurait la taille exacte d'un corps humain et la rumeur reprit l'anecdote, affirmant que c'est l'endroit où était tombé l'un des 3 soldats. Une autre rumeur faisant état d'une tache de sang incrustée dans une porte, dont rien ne pouvait en venir à bout. Pourtant, aucun soldat n'est connu pour être mort dans la maison, et les descendants de la famille réfutent totalement cette histoire. Vous l'aurez compris, énormément de légendes gravitent autour de cette bâtisse au fur et à mesure que les décennies passent. Le seul assassinat qui se serait vraisemblablement produit au sein de cette habitation serait nul autre que celui de William Winter. Mais la légende diffère encore une fois des faits révélés. Dans cette variante, William aurait été attiré sous le porche et aurait été abattu par un homme qui aurait mystérieusement disparu. Mais celui-ci ne serait pas mort immédiatement. Il aurait tout d'abord rampé au sein de la maison, puis se serait relevé et aurait commencé à grimper l'escalier. Et là, au sein de la 17e marche de celle-ci, celui-ci serait mort dans les bras de sa bien-aimée. Bien que terriblement romantique, si l'on en croit les documents officiels, rien de tel ne semble s'être produit, et la réalité est bien plus expéditive. Quand on lui a tiré dessus, William est tombé
et il est mort immédiatement. La hantise. Depuis le tout début de l'histoire de cette plantation, la maison est réputée pour avoir été construite sur un ancien cimetière indien. Et le fantôme d'une jeune indienne y aurait été rapporté. La plantation serait également hantée par une jeune fille qui serait morte en 1864, alors qu'elle était traitée par un praticien vaudou. Certains l'auraient aperçue dans une chambre, celle où elle se serait éteinte. Elle est connue pour pratiquer le vaudou sur les imprudents qui s'avisent d'y dormir. L'un des phénomènes les plus connus au sein de la plantation serait celui d'un grand miroir accroché au sein de la maison. Celui-ci renfermerait l'âme de Sarah et de ses enfants. Selon la coutume, après un décès, les miroirs doivent être recouverts. Mais après l'empoisonnement de Sarah et de ses enfants, celui-ci aurait été négligé et l'âme de Sarah et des enfants aurait été happée par celui-ci. On raconte que l'on peut apercevoir au sein de ce miroir leur silhouette ou des empreintes de mains. Les propriétaires, voyant régulièrement le phénomène d'empreintes réapparaître, ont décidé de changer le verre, pensant à un quelconque défaut. Mais à chaque changement et à chaque période de l'année, les empreintes reviennent. Certains prétendent que les empreintes seraient derrière, sur le bois, et que la lumière des appareils photo les ferait ressortir. D'autres prétendent qu'il s'agit des empreintes et de l'âme de Sarah et de ses enfants, qui essaient tant bien que mal d'en sortir. Aujourd'hui, aucune preuve ne permet d'affirmer ou d'infirmer ces deux théories. En 1987, Madame Frances Myers dormait dans l'une des chambres du bas, quand soudain, elle fut réveillée par une femme noire, portant une longue robe et un turban vert. Elle s'était tenue debout, à côté de son lit, silencieuse, un chandelier de métal dans l'une de ses mains. Elle semblait si réelle que la lueur de la bougie éclairait même la pièce d'une lueur douce. Terrifiée, et ne connaissant rien au fantôme, elle tira alors ses couvertures sur sa tête et se mit à crier. Au bout d'un moment, elle sortit prudemment la tête et tendit la main pour toucher l'apparition, qui disparut brusquement, selon ses dires. De nombreux témoins ont affirmé avoir vu ce fantôme à plusieurs reprises, et il aurait même été photographié. Mais celle-ci ne ressemble absolument pas à une jeune esclave. Elle ressemble plutôt à une vieille femme munie d'un bonnet vert, beaucoup plus proche de la description faite par les descendants de la famille Williams. On raconte également qu'une jeune femme aux cheveux longs et bouclés pourrait être aperçue à l'extérieur de la propriété, accolant ses mains et son visage à la vitre pour essayer en quelque sorte de rentrer au sein de la propriété. Certains rapportent également l'apparition d'un autre fantôme, un homme qui tenterait de ramper tant bien que mal au premier étage. Pour les non-sceptiques, cela est certain. Il s'agit de William Winter, et cela confirme même la légende sur sa mort. Peu de temps après leur installation, le fils de John Moss, les derniers propriétaires, affirme à qui veut l'entendre qu'il aurait vu à côté de son lit une jeune femme blonde, vêtue d'une belle robe blanche. Mais personne ne pourrait dire de qui il s'agit. Dissimulée quelque part dans la propriété, il existerait également une chaise maudite. Cette chaise aurait été achetée par les propriétaires précédents dans un magasin d'antiquités de la Nouvelle-Orléans. Ils expliquaient que toute personne qui tentait de s'asseoir sur la chaise se sentait brusquement pris de faiblesse, comme si sa force vitale lui était soudain retirée. Si l'inconscient ne réagissait pas assez vite, alors la chaise l'amenait au bord de l'évanouissement, et il pouvait en mourir. Il l'appelait la chaise vampire. Des chiens et des chats auraient sauté sur cette chaise et en seraient morts dans les secondes suivantes. Mais les tragédies les plus célèbres restent celles de ces deux téméraires qui auraient perdu la vie après s'être assis dans le fauteuil. L'un rapidement, victime d'un accident vasculaire cérébral, l'autre un peu plus tard dans sa chambre. Depuis, la chaise ne serait plus visible. Vous l'aurez compris, bon nombre de légendes accompagnent donc cette triste plantation. Et il est bon à noter que la dernière, sur la chaise, m'a fortement fait penser à la chaise de Busby, dont nous avons déjà discuté dans un précédent épisode. Pour moi, il est clair qu'il s'agit simplement d'une pâle copie de l'original.
Des documentaires sur le paranormal plus ou moins professionnels ont aussi été tournés sur les lieux et je vous invite à aller les voir, certains étant disponibles sur la plateforme YouTube. Mais comme d'habitude, aucune affirmation ne peut être faite dans de pareils cas. Cette maison a déjà été louée pour des tournages et que l'équipe chargée de cette émission aurait déplacé plusieurs fois des meubles. Et une fois la pièce quittée, en fin de tournage, pour revenir le lendemain, eh bien, tout avait repris sa place naturelle. Et cela se serait produit plusieurs fois, à tel point que l'équipe technique, une fois le tournage terminé, se serait sentie soulagée de quitter cette maison. Les mieux placés pour parler de la hantise de cette maison sont encore les employés qui sont au sein de celle-ci. Et l'une des histoires intéressantes est celle d'un homme engagé en tant que portier pour accueillir les invités. Il raconte qu'un jour, alors qu'il ouvrait la porte, il aperçut une belle jeune femme, vêtue d'une robe blanche elle aussi. Elle entra sans lui dire un mot, passa le pas de la porte et disparut. Terrifié, il abandonna immédiatement son poste et ne revint jamais sur la propriété. Nous avons donc terminé l'histoire complète de la fabuleuse et terrifiante plantation Myrtle. Bien évidemment, rien de tout cela ne peut être prouvé et tout est assujetti à interprétation, le paranormal étant une zone complètement inconnue pour l'esprit humain. Mais le fait de ne pas comprendre ce que l'on voit, de toujours chercher des réponses et surtout de se dire que nous ne sommes potentiellement pas seuls, n'est-ce pas cela le plus intéressant au sein du monde paranormal? Quoi qu'il en soit, j'espère que cette émission vous aura plu. Si tel est le cas, je vous invite fortement à liker et partager cette émission afin que la chaîne puisse grossir et vous proposer toujours plus de contenu interactif, terrifiant et instructif sur le monde qui nous entoure. Quant à moi, eh bien, je vous laisse ici car d'autres histoires m'appellent. Je vous dis à bientôt pour un prochain JTR.